Bonjour, Hubert Huertas, à mes côtés Mathieu Magnodex, pour le 39e numéro d'Objection à l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, de l'Union nationale au Nini, quelle perspective pour l'année 2015? Notre invité, le président de l'Assemblée nationale. Bonjour Claude Bartolone. À vous deux. Une année donc qui a commencé par le terrorisme, qui s'est continuée par l'Union nationale, et puis qui s'est poursuivie par la montée du Front National qu'on a vérifié dans le Doubs, par le Nini ce mardi, le Nini de l'UMP qui ne veut choisir ni entre le PS ni entre le Front National. Finalement, l'Union nationale n'aura pas duré un mois. Et l'esprit du 11 janvier non plus. Je pense qu'il y a aujourd'hui... Enfin, vous avez abordé plusieurs questions. D'abord, le Front National. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le parti le plus mobilisé par rapport à son élection, par rapport à l'élection présidentielle. Ils font moins de voix qu'à l'élection présidentielle, mais ils perdent moins de voix que les autres organisations politiques. Et dans le Doubs en particulier, ce qui est à constater, c'est qu'ils font moins de voix qu'aux dernières élections européennes, alors que le candidat du Parti socialiste fait un petit peu plus. Je pense que c'est d'abord cela, le message qui doit être retenu par les socialistes et par la gauche. Il n'y a pas d'avenir à la gauche du Parti socialiste. Les résultats du score qu'ont fait les candidats du Front de gauche et des écologistes sont là pour démontrer qu'on n'est pas dans une situation grecque et que le calcul qui pouvait être représenté par celui par Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon me semble une erreur et nous devons l'avoir à l'esprit pour déjà les élections départementales. Parce qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas le rassemblement de la gauche dès le premier tour, avec le mode de scrutin, dans 500 cantons, il peut y avoir élimination de tous les candidats de gauche avec cette obligation. 500 cantons. C'est votre calcul aujourd'hui. Oui. Après, la deuxième des choses que je retiens, c'est que le déclin du Parti socialiste n'est pas inéluctable. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à mes amis. Après ce drame terrible qui a touché chacun de nos compatriotes et la nation tout entière, on se rend compte que le président de la République est de nouveau écouté. Et du Combien de temps ça va durer? Moi, je ne suis pas M. Miroska, mais il faut profiter de cette période où nous sommes de nouveau écoutés pour essayer d'être entendus. Et c'est là où il faut qu'en parlant de progrès, en parlant de protection, on puisse dire à nos compatriotes, voilà ce que nous donnons comme densité dans la nouvelle période, à la nouvelle période dans laquelle il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ce que vous dites. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il s'est déjà passé quelque chose. Non, il s'est passé un événement, mais maintenant, il faut que politiquement, oui, il y ait une réorientation du quinquennat. Et notamment, réorientation, renforcement. Le Premier ministre a employé l'expression d'apartheid. Moi, vous voyez, je ne suis pas là pour faire de la sémantique. Vous êtes d'accord avec ce terme? Vous êtes élu ancien ministre de la Ville, vous êtes d'accord avec je ne veux pas rentrer dans l'analyse des raisons historiques qui aboutissent à cette ségrégation territoriale, mais c'est évident. Mais vous n'auriez pas dit apartheid, peut-être? Non, je n'aurais pas employé le mot comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de nos territoires, il y a les assignés à résidence. Ceux qui arrivent dans des quartiers populaires parce qu'ils n'ont pas le choix et qui ont la certitude qu'ils ne pourront jamais en sortir. Et je pense que c'est cela, le second élément à mettre en avant après les événements terribles que nous avons connus, c'est pour aimer la République, il faut que la République soit partout. Et je crois qu'au travers des décisions qui devraient être annoncées par le gouvernement, notamment en direction de ces quartiers populaires, c'est aussi ce renforcement de la République qui protège et la République qui prépare, qui doit être maintenant à l'ordre du jour. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut, comme mesure, vous en tant qu'élu de la Seine-Saint-Denis depuis longtemps, ancien ministre de la Ville, est-ce que vous pensez que les mesures annoncées par le gouvernement ou qui vont l'être dans les prochains jours suffisent? Par exemple, sur l'école, on nous a beaucoup parlé du respect du maître, de l'autorité, etc., de la laïcité. Bon, est-ce que ça peut suffire, par exemple? C'est nécessaire, mais pas suffisant. Ouais. Nécessaire, mais pas suffisant. Regardez. C'est la question sociale, quand même, qui est fondamentale. Bien sûr, en 2 minutes. La question sociale est de nouveau le retour de l'espérance. Et de nouveau l'idée que ce n'est pas simplement à la reproduction des élites que l'on assiste, y compris dans les territoires populaires. Pourquoi? Moi, vous voyez, j'entends l'argument de dire la politique de la ville, il faut du renouvellement urbain. Et dans un certain nombre de quartiers, je vois les Courtilières à Pantin, je vois même Clichy-sous-Bois, il y a eu de belles réalisations en termes de renouvellement urbain. Mais à l'intérieur des belles boîtes, la misère est toujours la même.
Et ce sera très difficile de provoquer de la mixité sociale, un autre peuplement. Si, pour ceux qui ont les moyens, vous savez, ils ne vont pas aller dans un quartier où l'école ne permet pas la réussite scolaire, où le taux de chômage est bien souvent chez les jeunes comme chez les adultes le double du reste de la société. Et donc, si l'on n'a pas des indicateurs précis pour dire, voilà, je vous donne un exemple précis, si j'avais quelque chose à demander au gouvernement, je dirais, voilà, pour tous les enfants qui vont rentrer au mois de septembre à l'école, il y aura un suivi différent qui permettra de dire à la fin de leur scolarité, il n'y aura pas eu de décrocheur et il n'y aura pas un gamin qui sortira de ce cycle sans maîtriser la lecture. Vous voyez, parce que maintenant, dans les quartiers, on ne peut plus être simplement dans le discours généraliste. Il faut qu'il y ait des thermomètres qui permettent de montrer que l'on est à la bonne température républicaine. Sur la laïcité, par exemple, parce que c'est un mot qu'on redit beaucoup, qui tourne en boucle comme ça depuis un mois, mais tous les responsables PS, du Parti Socialiste, du Premier ministre, à tous les parlementaires, et c'est bien normal, mais de quelle laïcité il s'agit exactement? Est-ce que pour vous, si on s'arrête 2 secondes là-dessus, est-ce que c'est dans la tradition de 1905, finalement, avec le respect des croyances, ou cette sorte de, je ne sais pas comment l'appeler, laïcité peut-être de combat, peut-être dont le Premier ministre parfois est un peu l'incarnation, qui... Parfois, on se demande si c'est pas tout simplement pour contraindre les musulmanes à ne pas porter le voile. Est-ce que dans quelle laïcité on est là? Il faut pas se tromper, c'est la laïcité de 1905. Oui. C'est la laïcité de la commission Stasi. C'est la laïcité qui fait la différence entre l'espace public et l'espace privé et qui démontre que chacune des religions est respectée dans l'espace privé. Et je pense que c'est quelque chose qui sera nécessaire parce qu'on le voit bien pour bon nombre de responsables politiques. Le débat, il est là. Vous voyez, j'ai encore en tête un certain nombre de déclarations de la responsable du Front National qui, dans un journal d'obédience chrétienne, disait il y a quelques mois que, en gros, le problème de l'État, c'est qu'elle doit permettre qu'à une seule religion de s'exprimer. Si c'est cette laïcité d'exclusion, ça ne marchera jamais. Et je pense qu'il faut que l'on soit de nouveau vraiment les avocats de l'esprit de 1905. C'est quelque chose qui pourra permettre d'expliquer ce qu'est, c'est-à-dire la différence entre espace public et espace privé. La règle qui démontre que ce n'est pas la religion qui définit le vivre ensemble, mais la nécessité absolue de la part de l'État de permettre à chacun de pouvoir exercer sa religion sans aucune contrainte. Il y a des députés socialistes menés par un député qui s'appelle Yves Blin qui étudie une proposition de loi actuellement pour créer un service national républicain obligatoire de 6 mois pour les jeunes de 16 à 25 ans avec 15 jours en internat au début, rythmé, je cite, par des rites civiques tels le salut des couleurs. Est-ce que c'est une proposition qui vous intéresse? Vous savez que le président de la République nous a demandé à Gérard Larcher et à moi de travailler sur ce thème. On ne pourra pas travailler ensemble, mais je suis persuadé que le Sénat et l'Assemblée pourront faire des propositions. Donc je ne vais pas vous donner les conclusions d'une commission qui n'a pas encore commencé à travailler. Moi, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est que si on veut que ça marche, il ne faut pas que ce soit ressenti comme une punition. Et si on veut que ça marche, il faut démontrer que ça permet le vivre ensemble. Si c'est simplement les enfants de pauvres qui seraient rappelés à une attitude, en gros, de participation à un rite républicain par obligation, ça ne marchera pas. Il faut, et c'est l'état d'esprit qui est le mien, réfléchir à un système qui permet de nouveau, à nos enfants en particulier, de se connaître et de vivre ensemble. Vous disiez au début de cet entretien que les événements graves et tragiques que la France venait de connaître avaient permis au président de démontrer qu'il était président, hein, en d'autres termes c'est ce que vous disiez, et que donc il fallait maintenant passer à un autre moment du quinquennat, que c'était un moment clé. Alors le 20 janvier, je crois, on recevait ici même l'un des frondeurs les plus en vue, M. Germain, et qui nous disait il faut, pour que cet esprit du 11 janvier se perpétue, il faut que François Hollande en revienne à l'esprit du 6 mai, c'est-à-dire de son élection, c'est-à-dire d'en revenir, au fond, à sa campagne et de cesser d'appliquer la politique qu'il a
commencé dès son élection. Est-ce que vous êtes d'accord, ou en tout cas, que pensez-vous de ce débat? C'est un débat qui est profond et qui agite le Parti socialiste. Alors, profond, mais limité. Moi, j'ai la chance d'être député depuis de nombreuses années. J'ai vu les moments dans l'histoire de la gauche au pouvoir où nous avions des divisions réelles et de fond. Quand on s'était posé la question de savoir s'il fallait ou non rester dans le serpent monétaire européen, c'était vraiment deux politiques différentes dont il était question. Lorsqu'il y a eu le débat sur le franc fort, pour reprendre quelque chose qui est à horizon plus envisageable, c'était deux politiques différentes. Là, je le dis, c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas du tout ce mot de frondeur. Les différences entre les majoritaires et les minoritaires au sein du groupe socialiste, c'est 5 milliards. C'est 5 milliards. C'est 20 hein, plutôt. 5 milliards par an. 20 milliards sur l'ensemble du pacte de responsabilité. C'est-à-dire que si on prend, il y a un compromis à 2,5 milliards. 2,5 milliards, ce n'est pas deux politiques différentes. Et je pense que c'est aussi cela qu'il faut avoir à l'esprit. Maintenant, je reviens à votre question. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit quelque chose qui se résume aux événements tragiques que nous avons connus en France, qui permet aujourd'hui au président de la République de plus être écouté. C'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe en Europe et c'est ce qui se passe au niveau international. Vous voyez, en Europe, on retrouve, au travers des élections et du résultat électoral qu'a connu la Grèce, un certain nombre de critiques vis-à-vis de l'Europe qui étaient portées par le président Hollande au moment de son élection. De sa campagne. Pas que de sa campagne. Regardez, quand il nous a demandé d'accepter le nouveau pacte européen, l'Europe avait dit « je mets 120 milliards sur la table ». Et on s'était rendu compte que c'était une opération de magicien et que de 120 milliards, il n'y en a jamais eu. Et la question qui est reposée aujourd'hui, c'est est-ce que l'on peut continuer avec l'Europe de la règle? Est-ce que l'on peut continuer avec une Europe qui rappelle notamment un certain nombre de pays du Sud, dans la France, à un certain nombre de ses devoirs en termes de respect des contrats, sans qu'il y ait de la part de cette Union européenne une volonté de donner une chance à la croissance. Mais est-ce qu'il ne faut pas hausser le ton vis-à-vis de l'Allemagne, comme vous-même l'aviez proposé, et comme cela vous avait été reproché? Vous avez parlé de confrontation avec l'Allemagne à l'époque. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment? La confrontation. François Hollande a l'occasion de le faire. Bien sûr, mais la confrontation n'est pas un gros mot. Vous voyez, je me demande quelquefois si il n'y a pas aussi la volonté, au moment où j'évoquais les 3% ou la confrontation, de confisquer ce débat pour le garder entre sachant de l'économie et que les politiques ne devaient pas s'en mêler. Mais c'est évident qu'il y a une confrontation. Il y a une confrontation et la confrontation est nécessaire à l'établissement d'un compromis. Moi, vous voyez, j'ai des relations régulières avec les responsables politiques allemands. Je recevais le président du Bundestag lundi. Je ne lui ai pas dit simplement « vous faites 200 milliards d'excédents, donc mettez-les sur la table et circulez, il n'y a plus rien à voir ». C'est évident que nous devons continuer la modernisation économique de notre pays. C'est évident que pour rassurer nos amis allemands et les faire participer à ce besoin de croissance européenne, parce que la Banque centrale européenne, quel que soit le courage de Mario Draghi, même s'il met 1200 milliards sur la table, ça ne réglera pas les problèmes tout seul, et les autres pays doivent montrer qu'il y a cette nécessité de réformer le pays pour donner une chance à la fois à nos entreprises et faire attention à la dérive de nos dépenses publiques. C'est évident, dites-vous, mais est-ce que cette évidence ne doit pas maintenant être entendue clairement dans la bouche du président plutôt que dans la vôtre? Mais je crois que c'est quelque chose sur lequel il a déjà commencé à monter le ton. Le fait qu'il reçoive le Premier ministre grec aujourd'hui est aussi cette volonté de dire, voilà, la France, compte tenu des engagements qui étaient laissés au moment de l'élection présidentielle, compte tenu de ce qu'il a essayé de faire avec l'Europe au cours de la première année de son quinquennat, la France peut être le pays qui favorise le compromis entre les Européens et notamment l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Je vous disais la France, je vous disais l'Europe, mais au niveau international. Moi, combien de fois j'ai eu à représenter la France où on nous moquait sur notre agitation, notamment au moment de l'intervention de nos armées au Mali. Aujourd'hui, chacun voit bien que cette question de Daesh, du terrorisme, de toutes ses formes ou sous toutes ses appellations, Boko Haram, c'est quelque chose qui est non seulement une menace pour nos amis, nos frères africains, pour l'existence même d'un certain nombre de pays africains, mais l'on voit bien, notamment avec l'histoire des combattants étrangers, que c'est une question sur laquelle l'Europe ne peut pas faire l'impasse. Donc je crois vraiment que le président de la République a une chance considérable après ces événements tragiques
de mieux faire entendre sa position en ce qui concerne la France, de mieux faire entendre sa position en ce qui concerne l'Europe, de mieux faire comprendre sa position au niveau international, avec toujours ces deux mots, progresser et protéger. À condition donc d'arrêter peut-être ce que François Hollande en gros dit depuis 2 ans, depuis qu'il est président, c'est je fais des choses, mais tous les efforts que je fais ne se voient pas forcément. Peut-être arrêter cette façon de gérer les questions européennes. Je crois qu'il y a aussi cette nécessité, dans cette période terrible que nous vivons, de redonner une chance au mot progrès. Le pays a besoin de cela. Vous voyez, moi je pense que cette communion nationale qui s'est déroulée dans le drame que nous avons vécu tient au fait que le président de la République a su trouver les mots et les gestes. Mais surtout, il a redonné dans le malheur une conception de ce qu'est la République. Et pourquoi toutes les thèses sur pourquoi les déclinologues d'une manière générale se sont fait beaucoup plus silencieux dans cette période? Parce que de nouveau, il y avait une fierté nationale. Une fierté nationale qu'il faut aujourd'hui savoir décliner pour expliquer aux Français pourquoi nous sommes ensemble, nous vivons ensemble, nous formons nation commune, et pour décliner ce qui doit aller aux aides entreprises, aux services publics et à la préparation de l'avenir dans le cadre des efforts et de la politique qui est menée. Il s'est passé en ce mois de janvier un autre événement considérable, et vous venez de l'évoquer, hein, Claude Bartolone, c'est l'élection de Syriza en Grèce. Donc une élection qui, selon les commentaires et selon les observateurs, pourrait changer le climat de l'Europe. Mes chers amis, notre priorité à partir de demain sera de faire face à toutes ces grandes catastrophes de la crise. Le Parti socialiste, avant cette élection, Claude Bartolone, ne souhaitait pas clairement, enfin souhaitait la victoire de la gauche, mais ne parlait pas de Syriza, puis il était content après. Vous-même, cette victoire, vous l'avez ressentie comment? Et dites-le sans langue de bois. Alors, moi, j'ai eu cette phrase qui était peut-être un peu schématique. J'ai dit, si j'avais été grec, j'aurais voté Syriza. Mais pas du tout pour répondre à l'actualité. Vous voyez bien que c'est depuis 2 ans et demi que je dis non aux 3%, non à l'Europe de la règle, non à l'Europe qui sacrifie sa jeunesse, non à l'Europe qui sacrifie ses services publics, oui à l'Europe des biens communs. Et à un moment donné, c'est vrai que c'était tout cela qui était contenu dans le message de Syriza. Moi, vous voyez, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, notamment dans le discours de Tsipras, dans tous ces meetings. Il était beaucoup plus sur le retour d'une certaine fierté nationale, d'un respect de la nation grecque, beaucoup plus que sur un certain nombre de mesures économiques. Il ne les a pas beaucoup détaillées. La Troïka a humilié les Grecs. Enfin, bien sûr, et je pense que là, il y a une véritable responsabilité européenne. Nous aurions dû traiter cette question de la dette grecque et de la situation dans laquelle elle était bien avant. D'ailleurs, je fais remarquer une chose qui me paraît là aussi à souligner. L'année dernière, les Grecs ont retrouvé un peu de croissance. Et pour autant, ça n'a pas empêché, en 4 ans, de voir leur dette passer de 113% à 173%, si ma mémoire est bonne. Donc, l'on voit bien que malgré les sacrifices terribles qui ont été réclamés en termes de chômage, de pouvoir d'achat, de fin d'un certain nombre de services publics, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et Tsipras, ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que la seule chose qu'il dit, c'est bon, il va falloir revoir, en gros, en termes de fiscalité, les avantages acquis et reprendre là aussi ce qui permettra de redonner un minimum de ressources à ce peuple grec et à ce pays. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout par démagogie sur le thème ils ont gagné, je les soutiens. Je trouve que c'est un fil historique qu'a connu la Grèce, qui correspondait au combat que l'on devait mener en France sur les 3%, sur... Et qu'on n'a pas mené. Comment ? Et qu'on n'a pas mené. Et qu'on n'a pas mené. Pas, donc des regrets rétrospectifs. Non, des regrets rétrospectifs. Ce que vous dites, c'était la campagne de François Hollande. Le regret que j'ai, c'est que nous n'avons pas assez insisté sur l'Europe de la preuve. Vous voyez, quand on a fait voter le groupe socialiste, je me souviens des débats, hein, il y avait quand même quelques réticences. Ce sont les 120 milliards d'investissements de l'Europe qui ont permis de dire, bon, il y a une avancée. L'Europe de la preuve. Moi, vous savez, si on ne définit pas aujourd'hui, d'une manière plus précise, cette Europe des biens communs, en ce qui concerne les entreprises, en ce qui concerne la question environnementale, en ce qui concerne la lutte contre le chômage des jeunes,
plus personne n'imaginera ce que peut être ce continent philosophique au niveau européen. Vous voyez, je le disais, un certain nombre de responsables politiques qui ont participé avec moi autour du président de la République Hollande aux commémorations du débarquement. Je leur ai dit, nos ancêtres qui nous ont donné l'Europe, ils ne nous l'ont pas donné simplement dans le cadre d'un supermarché économique. C'était un combat philosophique, l'Europe de la paix. Aujourd'hui, le combat philosophique de l'Europe de la paix, c'est l'Europe qui lutte contre le chômage des jeunes, l'Europe qui lutte contre le risque écologique, l'Europe qui lutte contre le terrorisme, parce que c'est cela qui donnera de la valeur à ce continent européen. Vous êtes sûr que le discours et les thématiques que vous portez, la tonalité que vous portez, soit réellement le discours de Manuel Valls ? Ah, je le crois. Sur ces questions européennes en particulier, je ne pense pas du tout que le Premier ministre soit dans une situation de l'Europe du laisser-faire. Sur les questions économiques, sur les questions de progrès, c'est une autre vision tout de même. Je ne suis pas sûr. Regardez, vous voyez, on a beaucoup moqué le Premier ministre sur « moi j'aime l'entreprise ». Mais l'entreprise, c'est un bien commun. Nous sommes d'ailleurs dans une situation où je pense que de plus en plus de Français font la différence entre l'entreprise et ce qui doit aller à l'entreprise et la fiscalité qui doit toucher les chefs d'entreprise comme tout un chacun, ce qui doit relever de l'impôt sur le revenu et ce qui doit relever des entreprises. Parce que là-dessus aussi, j'insiste. Vous voyez, même si beaucoup de choses... Franchement, vous ne faites pas un peu le grand écart entre ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez et votre devoir de solidarité Non, vous voyez, alors vraiment, vous avez pu le remarquer, moi je suis pour le temps du débat, le temps du compromis et le temps de l'unité. Si j'avais eu un devoir de solidarité, vous croyez que je me serais exprimé comme je me suis exprimé sur les 3%? Vous croyez que j'aurais pris la parole comme je l'ai fait sur un certain nombre de sujets qui ont hérité, et le président de la République... Mais là, vous n'héritez pas trop, là. Non, pourquoi? Parce que là, vous voyez, moi, je pense qu'il est indispensable de redonner une chance à nos entreprises. À la fois, on ne va pas discuter de macroéconomie, mais quand je vois les marges des entreprises françaises et les marges des entreprises allemandes, si l'on veut qu'elles aient les moyens d'investir, d'embaucher, faire de la recherche, il faut qu'on reconstitue les marges de nos entreprises. Mais dans le même temps, il faut que l'on démontre à nos compatriotes que l'effort demandé à la nation est aussi un effort qui permet de lutter contre les inégalités. Et vous voyez, moi, le pendant de ce discours macroéconomique en direction des entreprises, ce sont les 60 000 postes pour l'école. C'est ce qu'on nous annonce sur la fracture urbaine qui devrait se concrétiser par des mesures dans les jours qui viennent. Donc, je considère que c'est un compromis. Je ne vous dis pas que Manuel Valls et moi, nous sommes sur la même... Non, il paraît que pas trop. Non, mais c'est la preuve de ce que je vous disais. Le temps du débat, le temps du compromis et le temps de l'unité. Et je le dis, moi, je vous assure, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je vais parler sans langue de bois avec Jean-Marc Ayrault parce qu'il y avait cette espèce de méfiance dès que un mot qui sortait de la ligne était prononcé. Avec Manuel Valls, nous arrivons à nous dire des choses, même quand on n'est pas d'accord, mais une fois que c'est tranché, c'est tranché. Et je crois que c'est important. Pourquoi? On l'a évoqué tout à l'heure en parlant du Doubs. S'il n'y a pas de rassemblement des socialistes, il n'y aura pas de rassemblement de la gauche. Le Parti socialiste doit faire face à cette mission historique, compte tenu de sa responsabilité à gauche, de pouvoir mener les débats en interne et dans la société et être capable de se rassembler. Vous voyez, quand j'entends un certain nombre de responsables du Front de gauche et même des écologistes dire « mais on va prendre un bout des frondeurs, on peut… » Il n'y a pas, je le dis et je l'affirme devant vous, il n'y a pas d'avenir sans le Parti socialiste. Nous avons une responsabilité historique pour la gauche et les écologistes en France, et nous devons l'assumer dans notre manière de mener les débats et de nous rassembler. Sinon, il y aura des difficultés. Mathieu Magnodex, on se dirige vers la fin de notre entretien. Je prends l'exemple. On a eu de la chance de trouver les mots. En plus, on a un excellent candidat. Frédéric Barbier est un bon candidat. Mais regarde, dans le Doubs. Regardez ce qu'aurait représenté le fait que le candidat Front de gauche a fait 3%, le candidat écologiste un petit peu plus de 3%. Nous aurions pu être éliminés. Et franchement, je vous le dis pour les départementales déjà, le rôle de la gauche n'est pas de servir simplement d'arbitre ou d'assistant spectateur pour les départementales à des débats entre le Front National et la droite. Nous avons une responsabilité idéologique et stratégique et il faut l'assumer. 2-3 questions quand même sur
on va dire, le Parlement, l'Assemblée, mais aussi la vie politique et finalement l'exemplarité de nos responsables politiques qui est aussi en jeu dans la période actuelle. Avec des réponses brèves, pour aller assez vite. Depuis que vous présidez l'Assemblée nationale, en 2012, vous aimez mettre en avant, et c'est normal, votre travail en faveur de la transparence, une transparence peut-être plus grande d'ailleurs que ce qui se passe par ailleurs au Sénat, ce qui vous a opposé à Gérard Larcher récemment. Là, ces jours-ci, la réserve parlementaire pour la deuxième année qui va être publique, même si certains disent qu'il faudrait peut-être la supprimer, la question des représentants d'intérêt, la première consultation citoyenne avant une loi là, qui est en cours actuellement. Deux questions quand même. Ok, est-ce que vous avez l'impression que les gens perçoivent ça, ce qui se passe, etc. Ou est-ce que ce n'est pas encore un peu cosmétique, finalement, pour les électeurs ou pour nos concitoyens? Et avec le recul, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir finalement mené combat contre ce qui était finalement la mesure dont qu'on remarquera peut-être le plus en faveur de la transparence pendant ce quinquennat, qui était la transparence des patrimoines des parlementaires? Si je suis fier d'un combat, c'est celui-là, justement. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que je vois bien ce que peut représenter ce texte, y compris au moment où il a été annoncé. Souvenez-vous, c'était au lendemain de l'affaire de Jérôme Cahuzac. C'était une nouvelle fois l'idée de ils sont tous pourris. Et moi, je crois qu'il faut un contrôle strict, intransigeant vis-à-vis des élus pour contrôler leur patrimoine d'une élection à l'autre, pour voir s'il y a eu une dérive ou pas. Mais le rapport à l'argent est toujours très compliqué. Je vous l'avais dit, je crois, déjà une fois. Regardez l'inégalité que ça représente. Un candidat élu député dans le 16e arrondissement, par rapport à la moyenne, à la strate du revenu moyen de ses électeurs. C'est tout juste si les électeurs ne viennent pas le voir au moment où ils le rencontrent en disant « Non, ça va, je vais vous payer votre café ». Chez moi, dans un département populaire où bon nombre de nos compatriotes sont à moins de 1 000 euros, je leur dis l'indemnité parlementaire est de 5 100 euros. Et ils trouvent ça disproportionné. Donc, ça engendre une inégalité. Sur la réserve parlementaire... La question posée est plutôt la question de l'enrichissement par la politique. Mais justement, là, il faut qu'il y ait un contrôle absolu. Et c'est ce que je réclamais. À l'époque, j'étais de ceux qui disaient qu'il faut qu'il y ait, dans la suite de ce qui était mis en place entre la Cour des comptes et le Conseil d'État, un contrôle strict pour pouvoir mesurer s'il y a eu enrichissement qui n'est pas expliqué. Sur la réserve parlementaire, j'ai entendu un commentaire il y a quelques jours en disant « Oui, mais si ce n'était pas les députés qui l'attribuaient, si c'était l'État, etc. » Il n'y a pas de règle juste. Le problème, c'est de savoir si ces associations, si ces collectivités qui sont aidées doivent l'être ou pas. Vous savez, si c'est l'État, on l'a vu dans le précédent gouvernement, le président Sarkozy avait accaparé toute la réserve parlementaire et donné sur des critères qui étaient beaucoup plus opaques que ce qui est fait aujourd'hui. Donc, moi, je suis très attentif à cela. Vous voyez, j'insiste, je ne veux pas du tout apparaître comme le défenseur acharné des députés, mais ils font un vrai travail. Ils ne sont pas rémunérés comme des milliardaires. Ils veulent être contrôlés. Mais c'est vrai que dans une période de crise, quelles que soient les réformes... Comment ? Ils ne veulent pas toujours être contrôlés. Ils veulent l'être contrôlés. Mais ils ont toujours cette inquiétude de dire, ça y est, on va être aussi victime du populisme. Regardez, j'ai réussi à faire avancer les choses et ça va continuer, y compris sur leur indemnité de fonction. Donc, vraiment, s'il y a une chose auquel je tiens, c'est que quels que soient les moments de discussion que je peux avoir avec eux, parce qu'il y a toujours ce fil en disant « Attention, tu nous affaiblis », je leur dis « Non, au contraire, je vous protège ». Mais toutes ces réformes qui ont un sens, eh bien, elles sont beaucoup plus difficiles à faire ressentir dans une période de difficultés économiques. Une toute dernière question, 30 secondes. Vous êtes député depuis 1981. Sur votre fiche à l'Assemblée nationale, sur le site de l'Assemblée nationale, vous êtes cadre pharmaceutique. Honnêtement, vous n'avez pas été cadre pharmaceutique depuis très longtemps. Je l'ai été... Est-ce que la longévité comme ça en politique, le cumul dans le temps, parce que vous dites, je suis le président du Parlement qui va préparer le Parlement du non-cumul avec la loi sur le non-cumul des mandats qui arrive en 2017. Par contre, vous ne serez pas le président du non-cumul dans le temps. Et en l'occurrence, vous incarnez plutôt, c'est votre 8e mandat. Et je suis contre. Pourquoi ? Contre le cumul dans le temps. Contre le cumul, la limitation dans le cumul bah oui, j'imagine. Oui, non, mais attendez, je vous le dis avec une certaine détente. J'ai beaucoup plus d'années de mandat derrière moi que devant moi. Mais je me suis rendu compte que, notamment avec les différentes alternances, ce qui permet à des parlementaires de résister à l'administration et à la bureaucratie quelquefois, c'est le fait d'avoir cette lecture dans le temps. C'est aussi parce que le Parlement est très faible. Les deux. C'est d'ailleurs pour cela, vous voyez, vous avez évoqué le Sénat tout à l'heure. Moi, c'est pas du tout. D'ailleurs,
on voit bien que le Sénat a voulu faire de ma position une petite opération politicienne, parce que les premiers qui auraient dû râler sont les députés. Lorsque je dis on va passer de 577, il faudrait, passer de 577 à 400, les premiers qui sont concernés sont eux. Mais pourquoi je dis cela? C'est évident qu'avec les réformes majeures qui ont touché les institutions de la 5e, il faut repenser notre instrument démocratique. Et je pense qu'avec le non-cumul en particulier, il faut repenser le rôle d'évaluation, de contrôle notamment de l'Assemblée nationale pour permettre de renforcer ce lien entre le citoyen et mais donc et vous le dites Parlement. qu'il vaut mieux que les élus soient réélus parce qu'ils ont plus d'expérience. C'est ça. Si vous êtes pour C'est aux électeurs de choisir. Oui. Mais si l'électeur choisit de reconduire un élu parce qu'il considère qu'il a fait un bon travail, je vous C'est assure ce que que c'est disent plutôt tous les quelque sortants. chose. Ça. Vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy disait qu'il valait mieux le réélire parce que lui, il savait être Mais président. c'est pour un mandat, là, pour les présidents de la République, on a mis 2 mandats. Mais je vous le dis, quand je vois maintenant la technicité, je ne dis pas que c'est la règle pour tout le monde, mais je ne crois pas que ce soit la bonne règle de dire cumul dans le temps. Merci Claude Bartolone d'avoir été l'invité de ce 39e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Merci à Mathieu Magnodex qui l'a préparé et présenté avec moi. Et merci à toute l'équipe de réalisation de 5e étage production qui met en image ce rendez-vous.